Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. À l'heure où vous vous posez peut-être la question du pays où vous allez chercher à gagner quelques Running Stones afin de participer au prochain UTMB, je vous propose de faire comme Kylian Jornet et Zach Miller et d'explorer d'autres alternatives. Un grand amateur de nouveautés que je suis, j'ai tout de suite été attiré par le concept du TTT ou alors Trail by Train Tour quand j'ai lu pour la première fois dans le magazine Zatopek. Le concept il est très simple. Créer un réseau de trails dans toute l'Europe auquel on peut se rendre depuis chez soi avec le train. Si vous avez déjà participé à une grande compétition, vous savez ce que ça fait d'être si proche de votre destination après parfois des heures de route et pourtant si loin de votre prochaine place de parc. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un autre moyen de vivre le trail, plus en phase avec cette nature dans laquelle on vit tant de belles aventures. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. On a lancé avec Gilles le magazine en 2007. Donc, on a lancé le magazine en 2007. Et puis, très rapidement, en fait, pour que que ça tienne la route économiquement, on a créé une association sur le côté qui a créé des événements. Donc, en fait, on a en fait créé nos futurs lecteurs. Donc, on n'a pas attendu que les lecteurs s'abonnent patiemment en à un. On a créé des événements dans les grandes villes belges francophones. Et puis, on a lancé aussi des entraînements collectifs. Et c'est ce qui a permis, en fait, de dégager des fonds pour faire grandir le projet avec un employé, deux employés, trois employés. Voilà. Et comme ça, ben, au total, on est plus ou moins, on va dire, 8 à vivre du projet. Et dans le projet, on a inclus aussi le magazine Sport et Vie. Donc, il y a une Sport et Vie, le magazine Zatopek. Et puis alors, il y a tous les événements. En fait. Les événements, c'est oui, gros événements en Belgique francophone. Et c'est aussi les entraînements Je cours pour ma forme. Et notamment, pour la première fois, un tour européen avec le TTT. Oui, absolument. Quand tu parles du projet, tu parles Zatopek Magazine ou tu parles le projet en général que vous aviez avec Gilles? Tu, tu fais bien de mentionner, en fait, il y a 3 étages au projet. Donc, c'est je lis, je m'entraîne et je cours. Je lis, c'est le magazine, c'est une SPRL. Et puis, à côté, on a créé une association dans laquelle il y a je m'entraîne et je cours. Et donc, mais on a toujours vu, et c'est ce qui a fait notre force, en fait, dans les dernières années, c'est qu'on utilise, en fait, les 3 leviers pour chaque fois essayer de consolider des projets dans lesquels on croit. Comme, en l'occurrence, le TTT, on utilise le magazine pour en faire la promotion et on utilise l'association pour le structurer avec nos bases de données, avec notre savoir-faire pour les événements. Donc voilà. Quand on pense qu'une idée est bonne, on n'attend pas qu'elle soit nécessairement rentable. On la lance parce qu'on y croit. Et avec les années, avec les autres initiatives, généralement, ça prend forme et ça se construit sur la durée. Toi et Gilles, vous avez quoi comme historique avec la course à pied? Vous n'êtes pas du tout des coureurs, vous êtes des coureurs. Oui, oui. Mais en fait, on est très complémentaires et très différents. Donc, Gilles, c'est je veux dire, l'académicien. Donc, il a étudié l'éducation physique. C'est un journaliste. Enfin, il est devenu journaliste. Il est chroniqueur et c'est un passionné de sport, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement pointu dans de nombreuses matières sportives. L'histoire sportive, enfin, c'est difficile de le mettre en échec sur le sujet. Et c'est un grand spécialiste de la question du dopage. Donc, tout ce qui est chimique, c'est son truc. Et puis, moi, je suis un ancien coureur de 400 mètres haies. J'ai été aux Jeux Olympiques en 400 mètres haies, c'était en 96 à Atlanta, très modestement. Et puis, moi, je suis économiste de formation.
Et puis alors, juste avant de lancer le magazine, en fait, je travaillais chez Nike et c'est là que je me suis rendu compte que pour les petites régions comme la Suisse romande, comme la Belgique francophone, il n'y avait pas de magazine de course à pied. Mhm. Donc on lisait que des magazines de l'étranger ou alors chez nous Runner's World en anglais ou en irlandais. Oui. Et donc est venue l'idée de lancer un magazine qui était qualitatif en associant différentes régions francophones, y compris même le Québec à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de lancer un magazine. Et puis on cherchait un nom. Et il fallait que le nom corresponde, ou en tout cas convienne à une dimension internationale. Donc on n'a pas cherché un nom français ou un nom belge francophone, un nom suisse. On a pris un nom avec une consonance internationale, Zatopek, et qui avait une autre grande qualité, c'est qu'il était très ouvert sur le monde extérieur. Donc il avait une très belle image. C'est quelqu'un qui s'est battu pour les libertés. Donc il y avait à côté du sportif des symboles forts. Et l'histoire était très belle dès le début, puisque c'est son épouse, Dana Zatopkova, qui nous a donné l'autorisation d'utiliser le nom Zatopek pour le magazine. Mhm. Et c'est ce qu'on met dans la petite vidéo qu'on a postée sur notre site. C'est qu'elle nous a envoyé une lettre avec un timbre et l'effigie de son mari. Et donc, c'était vraiment chouette. Donc, voilà, on n'a jamais regretté d'avoir choisi Émile Zatopek, qui est le plus grand coureur de tous les temps, en fait. Hein, mais le seul athlète au monde à avoir gagné les 3 médailles d'or lors des mêmes Jeux Olympiques sur trois distances comme, de fond, de Ouais. 5 000, 10 000 et marathon. Et donc voilà, voilà comment ça a démarré en 2007. Et puis maintenant, on est chaque année un peu plus. La communauté s'agrandit toujours un peu plus par les magazines, par les événements que l'on crée ou par oui, les événements qui vont maintenant au-delà des frontières strictes de la Belgique, de la France ou de la Suisse. Mhm. Comment, sur la base des autres magazines qui existent, j'en lis quand même un certain nombre. C'est quoi la patte Zatopek par rapport à des autres magazines dont je ne citerai pas le nom? En fait, la rédaction utilise la petite fenêtre de la course à pied pour parler de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, en fait, Gilles est une Bible sur pattes, donc il a vraiment une culture générale qui est un peu hors du commun, on va dire tout simplement. Donc, il y a beaucoup de sujets comme même la culture, la physiologie, la psychologie, la chimie. Donc, il adore ce sujet-là. Et donc, il utilise en fait la petite fenêtre de la course à pied pour parler de tous les sujets d'actualité. Et donc, il y a très peu ce qu'on appelle dans le métier de marronnier, donc de sujets. Hein, pour être vendeur, souvent les magazines de course à pied publient chaque année, je ne sais pas moi, au mois de février, on publie le plan d'entraînement marathon. On Mhm. va publier un article en octobre ou en septembre, comment maigrir grâce à la course à pied. Mhm. On se refuse d'aller sur des sujets un peu trop vendeurs, trop racoleurs, un peu trop faciles, même s'il y a une demande hein, donc, pour ce type d'article. Mais on essaie voilà, une autre approche qui est un peu plus, peut-être un peu moins vulgarisée, un peu plus intellectualisée, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se démarque d'autres magazines que l'on respecte, bien sûr, et c'est un peu notre ADN. Mhm. C'est un bel esprit de partir justement avec une idée sans forcément penser au côté rentable d'abord, parce que c'est des projets auxquels on croit. Ça, c'est totalement quelque chose qui me parle, parce que mon podcast, justement, c'est une idée que j'avais au départ, sans forcément me poser la question du business model, sur comment chercher les Ouais. clients, comment vendre quelques produits que ce soit. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement noble. C'est magnifique. C'est un peu comme toi. En fait, tu vois, l'idée, c'est que quand on croit dans une idée, on estime que la réussite de l'idée ne dépend pas trop rapidement du succès économique. Donc, Mhm. c'est pour ça que quand on s'est lancé dans le magazine, on avait chacun un boulot à mi-temps, un peu comme toi, comme tu es ingénieur. Mais on avait des ressources par ailleurs qui nous permettaient de faire décoller le projet sans mettre trop de pression financière. Et c'est comme ça que chaque fois on a procédé. Et donc le TTT, on trouve ça quelque chose de très cohérent, hein, on y verra peut-être tout à l'heure. Et là, de nouveau, on essaye de ne pas venir avec quelque chose de trop gros, avec trop de dépenses, avec beaucoup de blabla, etc. On essaie de venir avec des choses réelles. Comment dire, on est convaincu, parce qu'on y a pensé pendant de nombreux mois, de nombreuses années. Ça se concrétise maintenant. On met en place quelque chose pour. C'est comme si on partait pour un marathon, en fait. Donc, on ne démarre pas un projet
comment dire, comme à 100 mètres en disant, ben, si on est épuisé au bout de la ligne droite, ben, tant pis. Non, c'est tout l'inverse. On démarre chaque fois en ayant en tête qu'on est parti pour un bon moment. Hmm. Bah, allons-y justement dans ce fameux TTT-là, c'est un peu un ovni dans la galaxie des courses. Quand je dis ovni, c'est vraiment... je dirais que c'est pas contraire à l'esprit actuel des courses, mais ça arrive quand même totalement à contre-courant des courses qui ont lieu sur plusieurs continents. La Golden Trail World Series, comme son nom l'indique, c'est des courses un peu partout dans le monde, sur tous les continents, et d'ailleurs ils vont aller au Japon cette année. Le TTT, c'est quelque chose qui revient euh, alors pas aux bases, mais qui revient quand même à des choses un peu plus simples. D'où est-ce qu'elle vous est venue l'idée? Mais en fait, pour être tout à fait clair, on a été séduit il y a non, maintenant, une dizaine d'années d'ici, on a été séduit par le concept à l'époque qui était l'écotrail. Donc, l'écotrail, en fait, c'était vraiment assez impressionnant au niveau intellectuel, puisque il partait d'un paradoxe, c'est que les trailers aiment la nature, mais ils sont prêts à prendre leur bagnole et rouler pendant une dizaine d'heures pour aller, si vous êtes de Paris, pour aller courir dans les Alpes, ou si vous êtes belge, on allait dans les Ardennes. Donc, on prend sa bagnole pour aller chercher les espaces verts. Et donc, Ecotrail proposait en fait d'utiliser les espaces verts là où il y a le plus de candidats trailers, donc dans les capitales, et de créer un événement sur place qui centrait ses valeurs sur tout ce qui était écologique, donc le tri des déchets, etc. Et donc, on a vraiment adoré, d'une part, le principe écologique qui était derrière, et on a aimé aussi l'idée d'Europe. On est belge, hein, donc on est très sensible à la construction européenne. On a connu, enfin, moi, j'ai pas connu, mais les parents, les grands-parents, la guerre. Donc, l'Europe a été créée pour le plus qu'il y ait de conflits. Donc, ça vit très fort en nous. Donc, l'idéal européen et d'autre part, l'éco-responsabilité poussée dans les événements de trail pour être cohérent avec cet amour pour la nature avait beaucoup de sens. Et puis alors, de fil en aiguille, année après année, donc on a lancé l'éco-trail de Bruxelles après l'éco-trail de Paris. Et après quelques années, on a commencé à se poser des questions parce qu'on s'est demandé si l'éco ne devenait pas un peu plus économique qu'écologique. Et donc, c'est comme ça que quand l'éco-trail international a commencé à proposer un éco-trail en Arabie Saoudite, là, on s'est dit que ça n'allait plus du tout dans le sens des valeurs que l'on pensait défendre. Et donc là, on a commencé à se cadrer et on est sorti du circuit de l'éco-trail parce qu'on n'était plus en phase avec ces valeurs-là. Mais par contre, entre-temps, on a eu le temps d'approfondir un peu le sujet et il y a de nombreuses études au niveau international, en France, en Suisse, en Belgique, qui démontrent toujours la même chose, c'est que lorsqu'on fait l'empreinte carbone d'un événement, eh bien, près de 80% de l'empreinte carbone d'un événement provient du déplacement des coureurs. Donc, on peut faire du blabla, enfin non, on peut sincèrement, bien sûr, trier les déchets, on peut avoir beaucoup d'initiatives qui vont abaisser l'empreinte carbone, mais la seule qui est vraiment efficace et radicale, c'est si on arrive à jouer sur le déplacement des coureurs, parce que ça représente 80% de l'empreinte carbone. Et donc, on s'est dit, tiens, on s'est dit qu'il faudrait comment dire, jouer sur le déplacement des coureurs, et donc, rien de tel que de travailler avec notamment le train. Hmm. C'est une super idée, ça répond à une certaine logique. Alors que ce soit dans le trail ou alors dans les transports en général, on voit que la grande majorité, je crois 75% des trajets qui sont faits en avion sont faits pour des loisirs. Donc j'imagine bien que le sport, c'est aussi quelque chose du genre. Et tout le monde, enfin, je me retrouve aussi dans ce que tu dis. Donc, je fais du trail, j'adore la nature, mais pour aller à la montagne la plus proche qui est de chez moi, je dois quand même prendre la voiture pour aller jusque là-bas. Ou alors, je pars depuis chez moi et je vais jusque là-bas et ensuite, bah, faut trouver une autre solution pour rentrer. C'est vrai que la bagnole, c'est quand même devenu quelque chose d'assez commode dans notre actualité, dans le monde dans lequel on vit. Mais attention, donc on est tout à fait conscient de ça et la chose la plus importante, c'est qu'on ne juge pas. Hmm. Donc on n'est pas des intégristes. D'ailleurs, on utilise aussi encore notre voiture, on prend peut-être parfois encore l'avion. Donc on va pas juger, c'est pas ça. Donc Hmm. en fait, on va plutôt jouer sur tous les leviers qui sont à notre disposition pour essayer de
tendre vers l'utilisation plus importante des transports doux, et en l'occurrence ici le train. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à influencer d'une part les organisateurs. Donc on prend contact avec eux pour faire prendre conscience que pour vraiment diminuer l'empreinte carbone, il faut passer par des transports doux et notamment le train. Et il y a l'autre levier, ce sont les coureurs, où on les sensibilise pour disant mais arrêtez tout doucement de dire ben, ah, j'aimerais bien aller là. Non, on doit raisonner à l'envers. On regarde d'abord où vont les transports en commun, d'où où vont les trains, et puis on décide de choisir tel trail là où les trains vont, ou là où il y a un transport raisonnable qui nous y conduit. Donc on demande d'inverser le raisonnement. Il y a aussi un troisième levier dont on pourrait parler, mais ce sont les transporteurs. Donc les compagnies ferroviaires. Et donc, on essaie d'élaborer avec eux, de prendre contact avec eux, d'obtenir de négocier pour que le prix du transport en train soit le plus raisonnable, puisque c'est l'obstacle principal en fait à l'utilisation intensive du train par les trailers, c'est le prix. Donc voilà les trois leviers que l'on a et sur lesquels on travaille petit à petit pour arriver à des résultats dans les mois et dans les années à venir. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà l'expérience, alors peut-être que oui. En Suisse, il y a certaines courses, d'ailleurs, il y a une grande partie des courses qui utilisent un organisateur, enfin un chronométreur officiel, alors je ne vais pas citer son nom, mais dans le prix du dossard, il y a très souvent nos transports en train, depuis chez toi, avant la course et après la course. Tu peux également justement avoir un code pour avoir la gratuité des trains en retour. Ça, donc, c'est quelque chose qui n'existe pas a priori en Belgique ou même a priori en France non plus. Non, voilà, c'est ça. Donc ici, tant mieux d'ailleurs. Hein, donc ici, il y a aucun intérêt à être premier ou avoir une fierté particulière. Non, c'est nous le train. Non, on s'en fout. Donc on essaie simplement d'influencer pour aller dans le bon sens. Donc si il y a des success stories, donc justement, des bels exemples, des beaux exemples comme vous l'avez mentionné, mais c'est un de nos réflexes, ça va être d'analyser ce qui est fait dans ces compétitions-là, voir si ça fonctionne bien, comment ça fonctionne, et alors de partager l'expérience avec les autres pour essayer d'en prendre l'expérience et de pourquoi pas l'intégrer dans les autres événements. Donc ici, pour prendre les organisateurs, nous on les influence déjà en disant réfléchissez par exemple, je sais pas moi, au départ de votre course, de votre trail. Votre départ est à 9 heures, mais est-ce que vous êtes au courant que les trains n'arrivent qu'à 8h30 à la gare, et donc il est impossible physiquement d'aller que si le train arrive le matin, on ne peut pas arriver à l'heure au départ de la course. Donc est-ce que vous pourriez déplacer votre départ d'une demi-heure pour permettre l'arrivée en train des coureurs? Est-ce que vous pourriez, par exemple, affréter un wagon ou inclure des dossards avec le ticket de train, comme vous l'avez fait en Suisse? Ça se fait maintenant de manière très ponctuelle. Dans des gros événements qui ont des moyens, ils négocient, je sais pas, par exemple, la VVX essaie de négocier un wagon qui partirait de Paris pour aller à Clermont-Ferrand. On le fait ici en Belgique aussi, parce que c'est un plus petit pays. Mais attention que ce n'est pas généralisé, c'est du cas par cas, et on est encore au tout début de l'histoire. Donc voilà, on essaie de faire passer les bonnes infos un peu partout, et parfois il y a on pousse les organisateurs à aller un peu plus vite dans le bon sens. Alors, on essaye aussi d'activer le levier avec les coureurs. Et les coureurs, par exemple, on essaye tout doucement de demander aux organisateurs de réserver des tickets pour ceux qui viennent en train. Et on demande de mettre en place ce système-là pour les épreuves qui sont sold out, donc qui sont complètes. Et donc ici, une épreuve qui est vite complète, on va commencer à le faire par exemple, avec les Cotterelles de Paris, parce que on n'était pas d'accord avec les Cotterelles internationales, mais les Cotterelles de Paris est un événement exemplaire d'un point de vue de la mise sur place, sur pied de son événement. Ils utilisent le transport en commun pour envoyer les coureurs au départ des courses. Donc, on est plutôt émerveillé de voir comment ils ont travaillé. Et donc, il y a des épreuves qui sont très vite complètes à Paris. Eh bien, on a négocié avec eux quelques dossards pour que les derniers qui veulent à tout prix participer, mais là c'est complet, passent par la logique du TTT, s'engagent à aller en train et puissent avoir les dossards. Donc, on utilise tous les petits outils qui sont à notre disposition
pour peut-être faire parler un petit peu du TTT, mais en tout cas, c'est faire avancer la cause du train et du déplacement doux vers les trails. Mm. C'est très juste. Je repense encore au terme que tu employais au début de nos discussions quand tu parlais d'un marathon. Alors effectivement, c'est un travail de fourmi, essayer de convaincre les gens. Comment est-ce que vous êtes accueillis par les entreprises de transport, par les organisateurs de courses quand vous apportez cette idée? Mais on n'est pas naïf, hein. C'est que c'est un monde qui résonne uniquement sur des données souvent économiques. Donc, tant qu'on ne pèse pas très lourd, on ne va pas être fort écouté et on va pas négocier de grandes choses. Mais ça n'empêche pas de vérifier ce qui se fait, de répandre les informations et d'aider. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui. Par exemple, on a découvert, même si certains initiés étaient au courant, mais on a découvert l'existence des abonnements en train européens. Mhm. Donc, si vous faites le petit calcul économique de ces abonnements européens, en fait, vous pouvez voyager de minuit jusqu'à minuit, donc pendant 24 heures, vous pouvez voyager. Et si vous prenez, comment dire, un adulte de plus de 26 ans, ben, il va payer plus ou moins 240 euros pour 4 jours, mais qui ne sont pas non-stop. Vous notez sur un petit papier, moi, je voyage aujourd'hui, hop, c'est parti, votre abonnement va commencer pendant 24 heures. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez et le recommencer pour 24 heures. Et donc, quand on fait la division de 240 heures divisé par 4, parce que vous avez pour 4 jours, donc 4 trajets possibles, c'est 60 euros. Vous savez qu'on peut traverser l'Europe pour 60 euros en train. Donc, et alors, il y a très peu de trailers qui sont au courant de l'existence d'un abonnement européen de train. C'est rébarbatif ou c'est une information qui. En fait, les trains, ce sont des réseaux qui étaient nationaux, donc ils n'ont pas Mhm. l'habitude de travailler à l'international. Et puis, il y a des compagnies privées qui maintenant, comment dire, conduisent les passagers d'un pays à l'autre. Donc, il y a un peu un enchevêtrement qui est en fait à l'image de l'Europe, hein. Il y a beaucoup de langues différentes, de cultures différentes. Et donc, il y a une harmonisation qui se met en place, mais qui est relativement lente. Et donc, on essaie d'accélérer cette harmonisation qui va en tout cas dans le bon sens, d'informer pour qu'on puisse prendre le train. Et pour information, l'abonnement européen de train, en fait, est valable dans 33 pays européens. C'est assez remarquable. Donc, les Européens se sont mis d'accord sur un abonnement commun et on peut aller de la Norvège au Portugal en un jour en utilisant cet abonnement-là. Il y a bien sûr des bémols avec les trains de nuit et les trains TGV rapides où il y a parfois des suppléments à payer, mais c'est une philosophie. Je compare souvent le train à ceux qui ont un camping-car. Donc, quand vous allez quelque part à camping-car et que vous tombez sur des intempéries ou s'il y a des Mhm. bouchons, mais c'est pas grave, on a sa maison avec soi, donc on va un peu plus loin, on se calme un peu, on peut dormir, il n'y a pas de stress, et puis on repartira le lendemain ou on va à un autre endroit. Bien, le train, c'est une philosophie, c'est qu'on doit se dire, on va profiter de l'apaisement du train, on va profiter. Alors, bien sûr, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des tas de soucis avec le train, comme il peut y avoir des accidents et des bouchons sur la route d'ailleurs. Mais c'est une philosophie, avant de monter dans le train, il ne faut pas être nerveux, faut simplement dire qu'on va profiter de ce temps-là pour se reposer, pour lire, pour travailler même dans le train, donc mettre à profit. Et de nouveau, c'est simplement un changement d'état d'esprit. Et alors, tout le monde n'a pas, on le comprend, peut-être un temps. Certains vont peut-être aller plus vite en voiture, mais quand on analyse les choses, il y a moyen parfois d'aller plus vite en train, il y a parfois moyen d'aller à une destination à un coût qui est très proche de la voiture, voire inférieur quand on n'est que à un ou deux. Là où ça devient difficile de concurrencer la voiture, c'est quand on part en groupe, en fait, à 4-5, dès qu'on fait du covoiturage, ça fait difficile de le concurrencer. Mais voilà, on ne peut pas tout faire en un jour, hein. On fait d'abord les petits pas. Non, mais c'est très juste, c'est vraiment admirable. C'est vraiment admirable comme approche parce qu'effectivement, quand on a une voiture qui est stationnée juste devant chez nous, on n'a pas forcément le réflexe de se poser la question et si le train était peut-être une meilleure alternative? Parce que oui, comme tu l'as dit très justement, on peut peut-être faire autre chose dans le train. Alors oui, on n'a pas non plus effectivement des délais extensibles parce que quand on se dit on va le prendre le train, bah, il y a deux freins, alors il y a le prix. Et éventuellement la durée, et tu as très justement dit, bah, si tu es plusieurs en plus dans la voiture, après c'est vrai que le train c'est différent, mais
si tu dis, bah, si je covoiture et qu'on prend pas le train, c'est peut-être déjà un bout de la réflexion parce que les émissions de CO2 vont pas être concentrées sur une seule personne. Donc, je dirais que finalement, c'est pas trop mal, mais c'est vrai que ça amène Voilà, à puis réfléchir, ça amène vraiment à réfléchir, ouais. en fait, on a mis sur pied la première année du TTT, donc c'est en 2023, on a mis sur pied un classement. Et le classement était relativement simple. C'était pour chaque kilomètre en train que vous faites pour aller à un événement du calendrier du TTT ou pour revenir, vous avez un point. Et donc, celui qui avait le plus de kilomètres en train pour aller courir une des courses du TTT, ben, celui qui avait plus de kilomètres avait le plus de points et gagnait le classement. Et alors, on a interrogé en fait les coureurs du haut du classement, un peu quelle était leur impression, comment ils fonctionnaient. Et puis, on était surpris de voir que certains étaient des spécialistes en fait comment dire, ils, ils optimisaient en fait les différences nationales des compagnies ferroviaires pour avoir des prix qui étaient tout à fait surprenants et intéressants pour le train. Et donc, par exemple, certains se déplaçaient par exemple, de quelques kilomètres pour aller de l'autre côté de la frontière, et puis ils prenaient le train. Donc, un Belge, par exemple, prend sa voiture de Bruxelles, il va jusque Lille, et puis de Lille. De Lille jusqu'aux Alpes, par exemple, ça c'est le réseau français. Et là, on obtenait avec la carte avantage des prix beaucoup plus intéressants. Donc en fait, il y avait des petits trucs comme ça qui étaient mis sur pied pour avoir des prix beaucoup plus intéressants. Oui. Des astuces et puis de l'aventure, comme partir à l'aventure. Là, tu parles un peu d'un tour. Donc, enfin, ce tour, ce circuit participe à des courses. Comment c'est organisé actuellement? Donc, comment est composé le circuit déjà, pour commencer? Oui, en fait, donc, la première année, il y avait 11 étapes. Mm. Et sur les 11 étapes, il y avait une étape au Luxembourg, il y en avait deux en Suisse et le reste, deux en Belgique et le reste était en France. Et depuis cette année-ci, ben, il y a 13 étapes. Et donc, c'est réparti dans les régions francophones pour le moment de l'Europe, donc Suisse, Luxembourg, Belgique et France. Mais il y a aussi une étape supplémentaire, cette fois-ci, qui est en Suède. Donc, on s'internationalise petit à petit. Et en fait, le développement du TTT ne se développe que sur base du réseau ferroviaire européen. Donc, on regarde où les trains, surtout grande vitesse, vont avec des petites ramifications à partir de ces lignes à grande vitesse. Et c'est comme ça qu'on contacte en fait les organisateurs qui sont sur les lignes de train ou les couloirs européens de train qui sont relativement bien structurés. Donc, pour reprendre la toute nouvelle rentrée du TTT, donc c'est un trail près de Malmö, mais en fait il y a maintenant en fait maintenant un train qui part de Paris-Bruxelles jusqu'à Berlin, et puis un autre qui fait Berlin-Stockholm en passant par Malmö. Donc en deux trains, on peut aller courir à Malmö. Mm. Donc on n'aurait pas choisi un trail à Malmö s'il n'y a pas eu une possibilité d'y aller en train de manière raisonnable. Mm. C'est vrai, absolument. Et vous ciblez qui comme participant à ce genre de course-là? Parce que de toute évidence, c'est pas le genre, enfin, on va pas partir en famille pour aller à ce genre de compétition-là. Ça serait une trop grande expédition. Donc vous ciblez qui? Mais au départ, ben, les premiers qui ont répondu, ce sont des personnes qui étaient déjà, comment dire, sensibles aux enjeux écologiques et qui étaient sensibles à l'utilisation du train. Donc, ce sont des trailers qui étaient déjà un peu formatés. Mais il y a un effet d'entraînement. Et donc, la première année, il y avait une centaine de trailers qui se sont inscrits à la logique du TTT et qui sont rentrés dans les classements. Et ici, après une première campagne de publicité qu'on a fait sur les réseaux sociaux, on est déjà maintenant à 400 personnes qui sont inscrites. Donc, en fait, la deuxième étape, la deuxième vitesse, en fait, a été passée. Et donc, il y a un petit effet d'enchaînement. Et puis, quand on explique le principe du TTT, en fait, se déplacer en train vers des épreuves de trail, eh bien, c'est très intelligible. On se comprend très vite, en fait. Mhm. C'est vrai. Donc, l'idée passe assez rapidement. Et donc, je pense que ça participera, on espère, au succès, d'ailleurs, du TTT dans les mois à venir. Mhm. Donc si je suis novice, j'écoute cet épisode de podcast bientôt. Euh, c'est quoi, enfin, comment est-ce que je m'inscris au TTT? Comment ça marche? Comment ça se passe? Donc, Oui? oui, on a fait les choses le plus simple possible. En fait, il y a une page web, tout simplement. C'est trailbytraintour.eu. Donc, c'est le trail en train, le tour du trail en train.eu.
On a pris un terme anglais parce qu'on a dans l'idée que le concept va se développer et va sortir des régions francophones, même si on est Mhm. parti en fait d'un site francophone parce que le trail, la France est un peu le centre du monde du trail en fait, hein. C'est là que sont nées les plus belles épreuves avec la Suisse juste à côté. Mais on a anticipé le fait que ça allait s'internationaliser, donc on a utilisé un nom anglais. Et puis, comment dire, sur cette page-là, en fait, on vous suggère de vous inscrire et l'inscription au TTT est tout à fait gratuite. Donc, alors, les avantages de s'inscrire au TTT, ben, il y en a cinq. En fait, le premier, c'est qu'il y a des petits avantages. Une fois que vous êtes inscrit au TTT, vous pouvez obtenir des petites réductions sur certaines courses en étant simplement inscrit au TTT, même encore sans nécessairement venir en train. Tout simplement parce que vous êtes déjà la première étape vers quelqu'un qui pourrait venir en train vers un événement. Le deuxième avantage, qui sont réservés. Donc, pour certains honneurs du train, eh bien, si une épreuve est complète, eh bien, vous pourrez parfois obtenir un dossard parce que vous allez venir en train. L'avantage principal, c'est qu'au bout de l'année du TTT, en fait, ceux qui ont fait le plus de kilomètres en train, il y a un petit nouveau système qui calcule les kilomètres. Enfin, en tout cas, on a un bonus. Lorsqu'on prend le train pour une épreuve, on a un petit bonus qui vient en plus. Mais une fois que le classement est établi, eh bien, les 30 premiers du classement recevront des cadeaux assez substantiels. Ce sont des stages de trail avec Andy Simons, qui est un des meilleurs trailers au monde et qui est le parrain du TTT. Vous pourrez obtenir des abonnements européens en train. Soit on vous paye l'abonnement en train futur, soit on vous rembourse celui que vous auriez éventuellement acheté pendant l'année de 2024. Donc, on va offrir comme ça des lots. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un abonnement de train c'est 240, 250 euros. Eh bien, ce sont des investissements que l'on fait, mais pour récompenser ceux qui ont joué le jeu. Donc, en fait, notre slogan dans la petite vidéo qui a très bien fonctionné sur les réseaux, c'était gagner une montagne d'avantages en étant membre du TTT. Et puis, il y a quand même aussi un autre avantage, c'est qu'on vous envoie, quand vous êtes inscrit au TTT, on vous envoie régulièrement les informations pour vous déplacer en train vers les événements. Donc, on vous dit, ben, voici la gare à laquelle on vous conseille de descendre pour trouver un logement. Voici la gare, en fait, à joindre pour partir, qui est juste à côté du départ de la course. Donc, on donne des informations pratiques pour les preneurs de train qui vont vers les trails. Et puis, le dernier point qui fait qu'il il serait bien de s'inscrire au TTT, un avantage, c'est la cohérence, tout simplement. C'est qu'on soutient une initiative qui peut faire sens, tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, et pour boucler la boucle, que les trailers aiment la nature par essence, et le TTT permet de rendre la pratique du trailer plus cohérente encore. C'est un fil très, très simple, c'est vraiment simpliste. Pour les Suisses, les Helvètes qui vont écouter ce podcast-là, t'as parlé de deux étapes en Suisse, c'est lesquelles? Oui, en fait, c'est la première. En fait, c'est Diableret 3D. Donc, c'est une course en fait qui est assez surprenante. Donc, c'est un trail blanc. Elle est organisée en fait. Elle n'est pas organisée par vraiment des coureurs. Elle est organisée au départ par des skieurs. Et donc, c'est Mhm. pour ça que on a été tout de suite comment dire, interrogatif, on dit, tiens, curieux de savoir ce que c'était. Et donc, les distances parfois c'est de 10 et de 20 km et parfois un peu court pour justifier un grand déplacement en train. Mais l'équipe, l'esprit, l'ADN de l'événement, c'est familial, c'est bien organisé, c'est superbe comme région. L'esprit est là. Et en plus, il y a un petit train comme ça qui nous amène comment dire, de la gare dans la vallée, j'ai oublié le nom, mais qui nous monte jusque Diableret 3D, et c'était à Aigle, voilà, de Ouais. Aigle jusque Diableret 3D, et donc ben, je l'ai fait une fois d'ailleurs, et c'est superbe, d'ailleurs, hein, on monte en train là dans la montagne, donc ça c'est la première épreuve qui a lieu au mois de février, et puis après il y a un trail beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus connu dans le monde des trailers, et ça c'est le Swiss Canyon Trail que beaucoup connaissent, qui est connu et reconnu, et qui est également dans le TTT. Et c'est une épreuve qui est programmée au mois de juin. C'est des belles étapes, effectivement. Alors, j'ai le trail blanc, enfin le trail des Diablerets aura son petit épisode de podcast bientôt également. Swiss Canyon Trail, peut-être, on verra. Effectivement, c'est des belles courses, des belles aventures qui nous attendent. Si on se projette, je dirais, dans 10 ans, tu verrais, enfin, on a à nouveau une discussion, le trail by train tour, pour toi, ça ressemble à quoi?
Mais en fait, si on écoute un peu ce qui se passe dans le monde économique, politique autour de nous à l'international, on doit prendre des mesures assez drastiques pour la voiture, drastiques pour vraiment diminuer l'empreinte carbone. Donc on pourrait très bien imaginer dans quelques années, que ce soit pour l'individu, que ce soit pour les organisateurs, qu'on ne puisse plus organiser un événement au-delà de certaines empreintes carbone. Donc si on se on se projette dans le futur, eh bien, il faudrait dès aujourd'hui déjà raisonner sur comment réduire cette empreinte carbone. Par exemple, oui, je termine aussi là-dessus, c'est que certains ordinateurs ont commencé à ne plus recruter au-delà d'un certain cercle autour de, je sais pas moi, 25, 35 km autour de chez eux, pour éviter de faire venir les gens qui venaient de trop loin. Vous voyez, donc ça, c'est une conséquence du fait que l'on doit réduire les empreintes carbone. Mais maintenant, si on vient en train, ben, on peut venir de plus loin. Donc voilà, donc ici, l'idée, en se projetant, c'est que je pense que dans quelques années, on pourrait ne plus avoir le choix et on devra atteindre une empreinte carbone qui sera raisonnable pour pouvoir organiser. On ne peut plus faire n'importe quoi, puisqu'aujourd'hui, on ne met de la valeur que sur des choses qui sont exactement valables, mais tout ce qui est l'air, tout ce qui est l'eau, etc., ben, malheureusement, sont négligeables dans le monde économique. C'est pris comme gratuit, en fait. Et donc, tôt ou tard, ben, il y aura une forme de prix à payer pour l'utilisation, pour la mise à mal de la planète. Et donc, autant anticiper les choses et essayer déjà de travailler avec une empreinte carbone la plus faible possible. C'est vrai, totalement. Et toi, est-ce que tu as prévu de prendre part à quelques étapes du Trail by Train Tour Oui, cette année? oui, bien sûr. Ben justement, en fait, j'ai été déjà 2 fois à Diableret Mhm. parce que j'adore cette course. Et puis, comme c'était la première du circuit, j'avais envie d'aller la supporter. Et puis, ben, cette année-ci, on va aller en groupe voir le Swiss Canyon Trail. Et donc, c'est le 7 juin 2024. C'est un peu un festival des canyons, des falaises, des gorges et des cascades. Donc, en tant que Belge, on est impatient d'aller voir ces belles choses. Et alors, ben, le départ est à 900 mètres de la gare de Couvet, et puis il y a des très belles distances. Donc, on va se déplacer, puisque ça justifie aussi un déplacement en groupe, puisqu'il y a des distances entre 16 km et 111 km. Donc, il y aura de quoi faire. Et donc, voilà, c'est le point phare, c'est d'aller justement en Suisse et d'essayer d'aller là en train. Donc, on va étudier la carte pour voir comment on peut faire pour y aller. On va peut-être travailler aussi avec du covoiturage, mais on va certainement faire un mélange, comme chaque fois, entre le train et le covoiturage pour essayer d'amener le groupe là-bas, que ce soit réaliste et cohérent par rapport aux valeurs Mhm. du TTT. Bah écoute, je te fais pas de promesses, mais je vais tout faire pour qu'on se croise et qu'on mange une petite fondue sur- lors de Swiss Ah, c'est Canine très Trail. rigolo. Ah oui, écoute, si tu es là, écoute, on essaie de se voir et ça nous fera un très plaisir. Ça serait vraiment génial. C'est vraiment une démarche qui est juste fabuleuse parce que enfin, ce qu'il y a de beau dans cette démarche-là, c'est que l'idée de base, c'est pas forcément de vouloir se faire de l'argent. Alors, les gens, ils ont pas que ça en tête, Non, voilà. de se faire de l'argent dans tout Non, ce non, qu'ils parce font, il y mais a 2, 3 personnes qui nous ont interpellés en disant ouais, c'est encore un truc pour faire du fric et tout. Je dis, mais, enfin, est-ce que vous avez vu un seul logo attelant non, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de. Non, du tout. La seule chose qu'on essaie d'avoir, c'est un financement européen pour essayer de pouvoir mettre du poids un jour dans la balance pour accélérer un peu le processus. Mais sinon, comme on est adossé à un autre business model, ben on croit dans l'idée, on la développe petit à petit, comme un marathon, comme l'analogie qu'on a fait tout à l'heure. Et tant mieux si à un moment donné, il y a un effet accélérateur qui se fait grâce à un financement, mais ce n'est pas le financement qui va déterminer si on croit ou si on creuse le trou du TTT. On va continuer à le développer, quoi qu'il en soit, et il n'y a pas de logique économique derrière. bah, je vous souhaite en tout cas plein de succès. Et puis, ça me titille quand même. Je vais attendre que mes enfants ils grandissent un petit peu, histoire de commencer à crapahuter un peu. Mais peut-être que ça leur fera aussi du bien de voyager un peu en train avec papa et maman. Ça peut être marrant. Mais en tout cas, merci infiniment, Jean-Paul, pour le temps consacré. Plaisir, Hugo. C'est une superbe initiative. Et puis, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, Hugo, et à très vite sur, À, sur le trail. à très vite. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous.
d'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.